d'honneur aux soldats de la CRE. Entre célébration et résilience, la République démocratique du Congo a vibré au rythme de la journée nationale de l'enseignement. Nous reviendrons sur le message de gratitude et les promesses de réforme du gouvernement. Financement et réforme et clôture à Kinshasa du segment politique de haut niveau sur l'éducation. Experts et décideurs posent les jalons d'une nouvelle gouvernance pour redresser le secteur. Alerte infrastructurelle, inquiétude au Kasaï central où des poteaux de la Société nationale de l'électricité menacent de s'effondrer à Miabi, un danger public qui appelle une intervention urgente. C'est tout pour le titre. C'est 30 avril, la République démocratique du Congo a honoré les artisans du savoir à l'occasion de la journée nationale de l'enseignement. Le ministre d'État, Raissa Malou et Marie-Thérèse Sombo ont tenu à saluer la résilience exceptionnelle du corps enseignant. Au-delà du simple hommage, le gouvernement réitère sa ferme volonté politique d'améliorer les conditions de vie et de travail de ceux qui façonnent l'avenir de la jeunesse congolaise. Les points sur cette journée de reconnaissance dans ce reportage. Le 30 avril, la nation congolaise se souvient des enseignants qui exercent leur métier dans des conditions difficiles et parfois au péril de leur vie. Véritable pilier du système éducatif, il demeure au cœur de la formation des générations futures. Raissa Malou, ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, a adressé un message à l'endroit des corps enseignants. La décennie écoulée a été celle de l'expansion. Nous devons à présent franchir une nouvelle étape. Construire un système éducatif performant, équitable et résilient. En ce 30 avril, journée nationale de l'enseignement, ce moment prend une portée particulière. Aucune transformation durable n'est possible sans une gouvernance solide. Ce qui se joue aujourd'hui dépasse une stratégie. C'est une étape décisive pour la nation, car nous sommes l'éducation nationale. Nous préparons l'avenir de nos enfants, nous construisons la nation. Dans ces mêmes élans, Marie-Thérèse Sombo, ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation, a salué la bravoure de l'enseignant congolais et l'engagement du chef de l'État qui place justement l'amélioration des conditions de vie de ces hommes et femmes au centre de sa vision. Je tiens à saluer le dévouement de celles et ceux qui, sans relâche et depuis la nuit des temps, continuent à porter la flamme de l'action éducative en faveur de notre jeunesse. À cet effet, je rends un vibrant hommage à Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est ici l'occasion de rendre hommage mérité à certains de nos éminents maîtres, aînés et collègues qui nous ont quittés, aux parents, aux partenaires éducatifs et aux autorités dont le soutien constant est indispensable à notre mission collective. La célébration de cette année intervient dans un contexte où certains établissements scolaires sont pris pour cible dans la partie est de la République démocratique du Congo. Coïncidence symbolique en cette journée nationale de l'enseignement, les travaux du segment politique sur le financement du secteur éducatif se sont clôturés ce jeudi. Représentant la première ministre, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a présidé la fin de ces assises tenues à l'hôtel Hilton. Durant 3 jours, experts et décideurs ont passé au crible le défi majeur de la gouvernance du secteur à la qualité des apprentissages, pour définir un nouveau cap financier et pédagogique. Les détails de ces conclusions dans ce reportage. Les travaux du segment politique de haut niveau sur le financement durable de l'éducation et de la formation en République démocratique du Congo, tenus du 28 au 30 avril 2026, se sont clôturés en mettant l'accent sur la responsabilité partagée entre l'État, le secteur privé et les partenaires techniques et financiers. Les panels qui se sont tenus ont refusé l'alternative paresseuse entre statu quo budgétaire et fuite en avant, la soutenabilité de la gratuité et son extension progressive au secondaire, la mobilisation conjointe des ressources domestiques et externes
le financement de la recherche et de l'innovation, chacun de ces chantiers a été instruit avec le sérieux que la matière commande. Une transition entre la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation 2016-2025 et à la nouvelle stratégie intérimaire 2026-2030. Nous devons changer de logique, ne plus seulement compter les enfants à l'école, mais garantir ce qu'ils y apprennent. Cela suppose des programmes effectivement mis en œuvre, des manuels disponibles, un accompagnement pédagogique réel et des évaluations utiles pour améliorer. Le numérique éducatif doit également être mobilisé comme un levier d'accès aux ressources, d'accompagnement des enseignants et d'amélioration des apprentissages, en tenant compte de nos réalités. C'est à ce niveau que se joue la crédibilité de notre système éducatif. Durant 3 jours, les discussions ont porté sur une application accrue du secteur privé des mécanismes de financement innovants, en plus du soutien des partenaires techniques et financiers pour combler les déficits de financement. C'est une date inscrite en lettres d'or dans le calendrier républicain, mais que cache réellement le 30 avril entre héritage historique et objectif de développement. La journée nationale de l'enseignement ne se limite pas à un simple hommage, elle est un rappel des ambitions de notre système éducatif et de lutte pour la valorisation du métier d'instituteur. Origine, mission et enjeux plongés dans l'histoire de cette célébration avec cette chronique de la rédaction. Le 30 avril n'est pas une date comme les autres. C'est un miroir dans lequel la RDC regarde son avenir à travers l'école. Tous les observateurs sont unanimes à reconnaître que le système éducatif congolais est au rabais. Un enseignement souvent déconnecté des réalités du terrain. Des programmes encore marqués par un héritage colonial qui peine à évoluer. Des élèves dont le niveau inquiète, et un système LMD importé qui cherche encore des repères dans notre contexte. Comment prétendre bâtir une nation forte quand l'école elle-même vacille? Dans de nombreuses salles de classe, dans les auditoires et amphithéâtres de nos universités, le savoir lutte pour exister. Manque d'infrastructures, manque d'enseignants motivés et correctement rémunérés. Et pourtant, au milieu de ce tableau contrasté, une lumière s'est allumée, la gratuité de l'enseignement de base. Une réforme courageuse, portée au sommet de l'État et qui a permis à des millions d'enfants congolais de retrouver le chemin de l'école. C'est une avancée majeure, une victoire sociale indéniable. Mais une question demeure. Aller à l'école, oui, mais pour y apprendre quoi et dans quelles conditions? Aujourd'hui, le défi, ce n'est pas seulement d'inscrire les enfants à l'école. Le défi, c'est de leur offrir une éducation de qualité, une éducation adaptée à leur réalité. De plus en plus de voix se lèvent pour refondre le programme des cours. L'école congolaise doit former des jeunes capables de créer, d'innover, de répondre aux défis économiques, technologiques et sociaux de notre pays. Il est grand temps de repenser en profondeur notre système éducatif, adapter les programmes, valoriser les filières techniques et professionnelles, investir dans les enseignants et aligner l'éducation sur les besoins du développement national. Parce qu'au fond, l'éducation n'est pas une dépense, c'est le meilleur investissement qu'une nation puisse faire. En ce 30 avril, ne nous contentons pas seulement de célébrer l'école, réinventons-la, car de la qualité de notre enseignement dépend la qualité de notre avenir. Dans le Haut-Katanga, la célébration du 30 avril a été marquée par une reconnaissance solennelle du corps enseignant en marge de la clôture de travaux sur le financement du secteur éducatif. Le ministre provincial de l'Éducation a salué la bravoure et la qualité du sacrifice consenti par les enseignants congolais. Reportage. Les professionnels de la CRE sont à l'honneur ce 30 avril 2026, une cérémonie qui a coïncidé avec la clôture des travaux sur les segments politiques du financement du secteur éducatif tenue à Kinshasa. L'occasion pour le ministre provincial du Haut-Katanga de féliciter les enseignants
pour leur bravoure et leur dévouement. Aujourd'hui, c'est une journée vraiment commémorative de la fête nationale des enseignants. Et les enseignants, ce sont des braves messieurs, des braves dames dans les villes, dans les villages et partout en République démocratique du Congo qui se lèvent tôt le matin pour aller transmettre le savoir-faire, le savoir-être à nos élèves. Hommage à ces braves, ces chevaliers de la craie, ces chevaliers de la plume. Ce sont ces chevaliers de la plume parce qu'ils écrivent chaque jour et ils travaillent le matin, le soir, à tout moment, ils ne font que réfléchir pour transformer les enfants. Les enfants, pour que ces enfants aient des compétences et puissent être utiles à la République et au monde. Nous leur disons sincèrement merci pour le travail qu'ils rendent aujourd'hui et nous sommes fiers des enseignants. Moi-même aussi, je suis un enseignant à l'université. Nous disons merci à cela et hommage vraiment à tous les enseignants de la République démocratique du Congo et particulièrement à ceux de la province du Haut-Katanga. Il a par ailleurs plaidé pour un enseignement performant, inclusif et adapté aux réalités de la République démocratique du Congo. La peur gagne les habitants de Miabi dans la province du Kasaï central. Plusieurs poteaux de la Société nationale d'électricité présentent de signes inquiétants d'instabilité, menaçant de s'effondrer à tout moment, entre risque d'électrocution pour les passants et interruption imminente de la fourniture énergétique. L'urgence est signalée. Les points sur cette situation critique dans ce reportage. Cette marche pacifique d'indignation organisée par les forces vives du territoire de Miabi a mobilisé hommes, femmes et jeunes de cette contrée. Elle a débuté à Bakwambanya et Epechulundu Centre pour chuter au bâtiment administratif du secteur de Kakangaï à Dibungi. Un mémorandum a été lu par le président du cadre des concertations du secteur mine et énergie de Miabi, Placide Loufouabou, et remis au chef des secteurs de Kakangaï, Vincent de Paul Madimbabeya. Il ne reste qu'un espace d'1,20 m pour que ce ravin écroule le poteau de la SNET transportant le courant haute tension de la centrale hydroélectrique de Tubitubidi, ce qui pourrait faire plonger la ville de Mbujimaï et d'autres contrées dans le noir, d'où l'appel de la société civile à l'intervention urgente du gouvernement de la République. Comme vous pouvez le constater ensemble avec nous, les travaux effectués par la société SACIM avec ses moyens de bord dans les temps de vache maigre n'a que provisoirement sécurisé les poteaux de transport du courant électrique de Tubitubidi qui approvisionne la ville de Mbujimaï. En ce moment, le danger n'est pas écarté. Il est revenu avec force et la tête du ravin progresse davantage vers les poteaux électriques de notre jeunesse. Nous vous déléguons en qualité d'autorité territoriale et notre interprète auprès de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. La population lance un SOS au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son implication. Nous demandons à ce que le projet d'élite anti-érosive initié au niveau national soit aussi d'application ici chez nous, dans le territoire de Miabi. Surtout la cité minière de Boya est en voie de disparition. Il faut dire que ces ravins ne menacent pas seulement la route, mais aussi l'école Epechulundu centrale, une école de l'État et les habitations de la pauvre population. C'est un véritable cri de détresse que lancent les habitants de la commune de Ngiringiri, ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, au croisement des avenues Assosa et Birimani. L'avenue Kola est devenue quasiment impraticable en cause l'installation anarchique d'une carrière de briques et de sable qui empiète dangereusement sur la chaussée. Constat d'une voirie à l'abandon dans ce reportage de Diane Balaka. Sur l'avenue Kola, dans la commune de Ngiringiri, une carrière de fabrication de briques, de pierres et de sable est érigée au cœur de l'avenue. L'emplacement de cette carrière rétrécit la voie et provoque la formation d'une pente dangereuse observable le long de l'avenue Kola. À chaque pluie, les eaux envahissent les parcelles. Très bien. Depuis 2003. Depuis 2003 que je vis ici, l'eau n'était jamais entrée dans nos parcelles. Aujourd'hui, c'est la première fois que nous traversons une situation aussi difficile.
Donc moyen T. Pour contourner cette difficulté, certains habitants ont aménagé les puits perdus pour limiter les dégâts causés par les eaux des pluies. À chaque pluie, je n'arrive plus à dormir de peur qu'elle endommage les appareils électroménagers. Les travailleurs de cette carrière n'ont pas les installations hygiéniques, ils utilisent l'enceinte de l'école comme lieu d'aisance. L'activité de la carrière provoque des bruits qui perturbent les cours normales à l'école. C'est une situation qui nous dérange beaucoup parce que l'avenue est devenue étriquée à cause de tout ce qui est entassé là dehors. Les habitants de l'avenue Kola en appellent à l'implication des autorités municipales. Cette situation date de quelques années. Ces gens sont là par la bénédiction de la municipalité qui les a installés pour en faire une carrière, déposer la caillasse, le sable, les différents matériaux de construction qui revendent aux tiers. Au fil des ans, cette situation a dégénéré parce que l'avenue est devenue surélevée par rapport à nos parcelles. Et chaque fois qu'il y a pluie, les eaux de ruissellement de la rue ruissellent dans nos parcelles. Et c'est vraiment une situation désagréable qui est regrettable. Plusieurs correspondances ont été adressées aux autorités de la ville ainsi qu'à celles de la municipalité. En attendant, les responsables de cette carrière continuent à exercer librement ces activités, et ce, dans l'impunité la plus totale. Les habitants de Kola promettent d'aller jusqu'au bout pour retrouver leurs droits. Consolider les acquis pour garantir la crédibilité de futurs scrutins. Tel est le sens de la participation de la CENI à la journée de réflexion organisée par le SEC au centre Monseigneur Chaoumba sous la conduite du deuxième vice-président Didi Manara Linga. Les experts de la centrale électrique ont échangé avec la commission justice et paix sur les réformes nécessaires à la stabilité du système démocratique en République démocratique du Congo. Eric Kabamba pour plus de détails. Le deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, Didi Manara Linga, accompagné de Roger Bimwala, membre de la plénière et des experts de l'institution, a pris part active à la journée de réflexion autour des réformes électorales au centre d'accueil Monseigneur Chaoumba Lagombe, organisé par la Commission justice, paix et sauvegarde de la création de l'Église du Christ au Congo. Cette rencontre avait pour objectif d'analyser les réformes électorales et de proposer des améliorations à la loi électorale pour les prochains scrutins. Députés, sénateurs et membres de la société civile y ont participé. Les interventions ont porté sur l'analyse des enjeux sociopolitiques et sécuritaires liés à la mise en œuvre du processus électoral de 2028. L'exposé sur la proposition des lois du sénateur Norbert Bassengezi et la présentation des 10 propositions prioritaires de la société civile. Intervenant au nom du président Denis Kadima Empêché, Didi Manara Linga a salué l'initiative de l'Église, précisant que la CENI reste ouverte à tout échange lié aux élections. Didi Manara a tenu à établir la différence entre la feuille de route et le calendrier électoral. La CENI est prête à répondre à toutes les invitations, en tout cas qui concernent les élections. Et nous avons touché tous les points essentiels sur le processus électoral, sur les différentes réformes à y apporter pour corriger les faiblesses et renforcer les forces qui ont été constatées lors des 4 derniers cycles passés. Une session interactive a permis un échange direct entre les panélistes et l'assistance qui a soulevé des préoccupations concrètes. Plusieurs recommandations ont été formulées afin d'améliorer la loi électorale en vigueur dans les buts de promouvoir l'inclusivité et la transparence lors des prochains scrutins électoraux. La République démocratique du Congo au cœur des enjeux technologiques de demain. Durant 2 jours, sous l'égide de l'ARPTC, les régulateurs de l'espace francophone se sont réunis à Kinshasa pour
le 23e séminaire du Fratel, partage d'infrastructures, défis de la cybersécurité et amélioration de la qualité de service ont été au centre des échanges. Les comptes rendus de ces assises avec Karen Kankolongo Matundu Guilain Mukunga. Dans un environnement marqué par l'essor du numérique et de la cybersécurité, les régulateurs francophones entendent promouvoir un cadre de concertation sur le déploiement de la fibre optique, le développement des réseaux mobiles et l'inclusion numérique. Le président de l'ARPTC se réjouit de cette opportunité offerte à la République démocratique du Congo. Nous recherchons par ces échanges à offrir une qualité des communications qui soit supérieure et qui permette un bon développement des communications électroniques, des services digitaux à travers le pays. Donc le but ultime, c'est que nos réseaux soient les meilleurs possibles pour les consommateurs qui les utilisent. Membre du groupe d'études sur la souveraineté numérique à l'Assemblée nationale française, Madame Laraudière a livré sa riche expérience dans le secteur. Chaque pays est confronté à des situations qui sont similaires et chacun trouve des bonnes solutions de régulation pour y répondre. Ce partage d'infrastructures, ça permet des investissements plus efficaces des opérateurs privés et d'améliorer la couverture numérique. C'est une nécessité en fait pour aller plus loin et couvrir des zones rurales. De son côté, Madame Lydie Omanga, vice-présidente de l'ARPTC, a donné l'éclairage sur les pratiques en matière de régulation et les défis à relever dans le secteur. Les assises de Kinshasa ont permis de renforcer la coopération entre les régulateurs francophones. 2 membres du gouvernement ont ouvert et clôturé ces assises. José Panda des postes télécommunications et Augustin Kibasa Maliba de l'économie numérique. Pour les deux, ces assises positionnent la République démocratique du Congo comme un acteur stratégique dans la construction d'un écosystème numérique moderne et compétitif. Propriétaires de véhicules et de 2 roues. Une nouvelle étape administrative s'ouvre pour la mobilité urbaine. De nouvelles vignettes sont désormais disponibles pour les automobiles, motos et tricycles. Cette mesure vise à renforcer l'identification des véhicules en circulation et moderniser le contrôle technique dans la ville de Kinshasa. Les détails sur les modalités d'acquisition dans ce reportage. Désormais, plus aucun véhicule n'échappera au contrôle. Automobiles, motos, tricycles, tous doivent se conformer aux nouvelles vignettes lancées par la Régie des fourrières et du contrôle technique des véhicules. Une réforme est pilotée par le directeur général de cette règle, Joseph Cassine Somafolo, après concertation avec les acteurs du secteur pour renforcer l'identification et la traçabilité des engins roulants dans la capitale. Les contrôles techniques qui a été lancé par son Excellence le gouverneur de la ville de Kinshasa, en principe, selon la loi, les contrôles techniques ont une durée de 6 mois. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes déjà presque au terme. C'est pour cela que votre régie des foyers de contrôle technique de Kinshasa veut, dans les jours qui viennent, lancer la campagne de contrôle technique des véhicules ainsi que des motos. En attendant que son Excellence, le gouverneur de la ville de Kinshasa, puisse lancer officiellement la campagne de sensibilisation, la régie a fait appel au centre de contrôle technique, aux corporations des chauffeurs ainsi que des motards pour que nous puissions déjà les informer, qu'ils sachent que dans les jours qui viennent, il y aura contrôle technique. C'est pour ça que nous les avons réunis pour leur dire que tous les véhicules qui ont passé les contrôles techniques, qui se présentent dans nos différents centres de contrôle technique pour soumettre les véhicules au contrôle, toutes les précautions sont déjà prises pour qu'ils les fassent, qu'ils n'attendent pas la date butoir ou qu'ils n'attendent pas les bouclages forcés qui sera annoncé par son Excellence de la ville de Kinshasa. Le message est sans équivoque. Contrôle technique obligatoire et tout véhicule en infraction sera immédiatement envoyé en fourrière. Le but est d'assainir la circulation et imposer l'ordre sur les routes de Kinshasa. Ils étaient des milliers à postuler, mais une seule élite a été retenue pour cette session. À l'université de Kinshasa, la formation des nouveaux ambassadeurs universels de la paix a officiellement débuté, une initiative portée par la Fondation Calixte Mounana et lancée par sa présidente Nathalie Aziza Mounana devant un parterre de personnalités. Edith Chala, reportage. Cette formation des jeunes ambassadeurs de la paix à l'université de Kinshasa
a été lancé par l'ambassadrice universelle de la paix et grand chevalier de paix Nathalie Aziza Mounana, visionnaire et présidente de la Fondation Caliste Mounana. Un rassemblement scientifique de taille organisé par la Fondation congolaise pour la promotion des droits humains et la paix en collaboration avec l'ASBEL Innovation académique sous le patronage de la Fondation Caliste Mounana. Une journée spéciale qui a connu la participation du professeur Monseigneur Pax André-Marie Kito Massimango et du professeur Mukolonko Kesha Jean-Paul, procureur général près le Conseil d'État, qui ont à tour de rôle exposé sur la justice transitionnelle et les accords de paix de Washington. L'ambassadrice universelle de la paix, Nathalie Aziza Mounana, a exhorté ses plus de 3000 étudiants inscrits à ce programme à la culture de la paix, la tolérance, la considération, le dialogue et l'amour du prochain. On devient artisan de paix par la connaissance, la discipline, le dialogue et le respect de la dignité humaine. La vision du président de la République, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, accorde une importance particulière à la promotion, à l'autonomisation et à la pleine participation de la jeunesse dans l'ensemble des secteurs de la vie nationale. Notre mission commence aujourd'hui. Elle se mesurera non par un titre, mais par vos actes. Un événement qui, au-delà du protocole, scelle une conviction. L'avenir d'une nation se joue sur deux fronts indissociables: l'investissement dans sa jeunesse et la culture de la paix. Des échanges fructueux, des questions et réponses s'en sont suivis. Des messages de remerciement des étudiants adressés à l'ambassadrice universelle de la paix, Nathalie Aziza Mounana, pour cette initiative. La mémoire d'un grand serviteur de l'État à l'honneur, une messe des suffrages, a été célébrée ce jeudi 30 avril en mémoire du général Moulamba Nyunywa Kadima Léonard. 10 ans après sa disparition, cette figure des forces armées continue d'inspirer par son sens élevé du devoir et son patriotisme. Eric Kabamba, Robert Kalemba. Une messe a été célébrée ce jeudi 30 avril en mémoire de Moulamba Nyunywa Wakadima Léonard, communément appelé héros de Bukavu. Dans son homélie, l'officiant du jour, le révérend Père Valeur, a mis en lumière le patriotisme dont a fait preuve le général Moulamba tout au long de sa vie, saluant son engagement pour la défense de la nation et son sens élevé du devoir. Moulamba a démontré d'être un soldat patriote, aimant sa patrie, la servant et la protégeant. Être patriote, c'est une notion importante que nous devons récupérer de nos jours. Dans un pays où il y a trop de traîtres, des gens qui travaillent pour des intérêts, on dirait, occultes, pour d'autres intérêts, des intérêts qui n'ont rien à voir avec la République, avec cette nation qui nous accueille et qu'un jour nous serons appelés à saluer, car notre vie est un pèlerinage. Cette célébration a également été une occasion pour son fils ainsi que pour ses proches de rendre hommage à sa mémoire en rappelant ses valeurs, son courage et son héritage auprès des générations présentes. Pour rappel, il était un officier supérieur des forces armées de la République, reconnu pour son implication dans la sécurisation de l'Est du pays et pour son attachement indéfectible à l'unité nationale. Plusieurs fidèles, autorités locales et connaissances ont pris part à cette messe, témoignant de la reconnaissance et du respect que continue d'inspirer le général Moulamba Nyunywa Wakadima Léonard. Réalisé par Jonathan Moubalama, Didier Diawa, Joël Mpiangou, ce journal est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi avec la même fidélité. L'actualité continue sur nos antennes demain 7h. Retrouvez Eric Kabamba. Madame, Monsieur, bonsoir. Bonne nuit Kinshasa. Bonsoir. Bonne nuit la République. À très bientôt.